Bonjour tout le monde, c'est Angelo de la région de Marseille. Donc pour cette première vidéo, nous allons commencer tout simplement et logiquement par le début. Sur cette chaîne, vous ne verrez pas grand-chose que des formations, que de l'apprentissage, que d'où vient la crypto-monnaie, ou d'où elle vient, où elle va, euh, pourquoi, comment et tout cela. Donc, comme je l'ai répété dans mon introduction de mon retour, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est tout simplement ce que j'ai appris durant ces 1 an avec M. Serge Lobreo et Giovanni Balzano. Et donc, j'ai pris des notes. Et donc, tout simplement, je vous fais un résumé un petit peu pour comprendre et non pas que parler de rendement, puisque, comme vous l'avez compris, Oloren, c'est une très très grande société, et donc on va apprendre le comment, le pourquoi, d'où on vient, où on en est et où on va. Donc, le plus simple, ça aurait été de commencer par le début, parce que c'est comme ça qu'on fait. Et donc, nous allons parler, comme vous pouvez le voir sur cette image derrière moi, de l'évolution de la monnaie, comment on est passé tout simplement du troc comment on va arriver dans très peu de temps à la crypto-monnaie. Donc, tout ça par une vue simpliste de la façon dont l'argent a évolué vers ce que nous avons aujourd'hui et pourquoi les crypto-monnaies sont le prochain arrêt logique de notre histoire. Alors pourquoi une personne raisonnable devrait-elle envisager d'échanger de la monnaie papier qu'elle a dans sa poche et qu'elle peut toucher, qui est palpable, contre un actif numérique ou une crypto-monnaie? Surtout que compte tenu du fait que vous ne pouvez pas la tenir physiquement. Ce sont des questions et des réflexions que tous ceux qui ne comprennent pas l'utilisation de la monnaie numérique, et c'est tout à fait normal de ne pas le comprendre, la raison pour laquelle on devrait avoir une autre forme de monnaie. Alors, une monnaie que vous ne pouvez pas tenir physiquement, après tout, à quoi ça sert et pourquoi on va arriver là? Mais les gens pensent que c'est aberrant, mais moi je vous dis, il faut quand même avoir l'esprit ouvert et ne pas dire et penser plutôt que ce n'est pas une aberration. Pour comprendre la logique de la monnaie numérique, il serait bien d'examiner l'histoire de la monnaie et la façon dont nous allons commencer à utiliser de l'argent liquide que nous chérissons tant. Donc, nous allons aller dans l'histoire, dans le passé. Je sais que cela peut paraître complètement fou, où il n'y avait pas d'argent à l'époque. Et c'est incroyable, il n'y avait pas d'argent. Donc, il est utile de commencer par là et comprendre en fait la définition de l'argent. Et, bien sûr, on va essayer de la définir ensemble. L'argent, c'est tout simplement un moyen d'échanger un actif d'un intermédiaire qui est généralement accepté par un groupe de personnes ou dans une région pour faciliter l'achat et la vente de marchandises. Un certain Glenn Davis, excusez mon anglais marseillais, a souligné dans son livre A History of Money, je mettrai en commentaire Glenn Davis et son livre, qui est très intéressant, je vous suggère de le lire, que la première indication de l'argent se situe entre 9000 et 6000 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, on utilisait le bétail et en particulier les produits agricoles aussi comme les céréales. On les utilisait comme tout simplement des moyens d'échange. C'est-à-dire que c'était ça l'argent.
quand on parlait d'argent à l'époque. Donc, le troc. Le troc signifie simplement que deux parties se réunissent pour échanger ce dont elles ont besoin, tout simplement, et c'était le moyen le plus populaire d'acquérir les choses. Bien évidemment, le monde est un peu trop complexe aujourd'hui pour que ce soit aussi simple. Mais à l'époque, c'était tout ce qu'il existait. Et les chances que certaines personnes soient nettement plus riches que d'autres seraient limitées. Mais on le sait tous, il y a eu des gens riches et il y a des gens très très riches à travers l'histoire. Et le philosophe Aristote a donné un aperçu de la dynamique du système de troc très précis en soulignant que chaque objet a deux usages. Le premier est l'objectif fondamental pour lequel l'article a été conçu. Et la deuxième utilisation est la possibilité que l'article soit vendu ou utilisé dans le troc. Ainsi, dans un système de troc, une personne qui a un certain article en quantité excédentaire, par exemple du maïs, échangerait généralement ces articles directement avec une autre personne qui a des quantités excédentaires d'autres articles, par exemple du coton. En règle générale, certains auraient toujours des quantités excédentaires d'articles disponibles pour échanger contre d'autres articles de valeur, ce qui est de façon de créer de la richesse, bien évidemment. Donc, au fur et à mesure que les sociétés devenaient plus grandes, plus avancées, le troc n'était pas suffisant et pour satisfaire les besoins et les désirs de tous les individus. Le problème inhérent du troc en tant qu'outil économique était que cela dépendait de la coïncidence de ce que j'appelle des désirs. La coïncidence des désirs signifie simplement que pour qu'un troc se produise, vous devez rechercher une personne qui a besoin de ce dont vous avez en trop, en surplus, et de prendre ce que l'autre personne aussi a en surplus. Car si vous échangez du maïs, hormis le fait que c'était limité et que c'est une denrée périssable, contre du coton, ben là il y avait encore un problème. Deux produits devaient être, en plus, être disponibles pour le troc en même temps. On ne pouvait pas changer du maïs aujourd'hui et le changer contre du blé dans 3 mois. Donc les deux produits devaient être en plus disponibles pour le troc en même temps, ce qui pouvait prendre énormément de temps. Donc, comment est-ce que nous sommes arrivés à la façon d'argent que nous avons aujourd'hui? Bien qu'il existe un certain nombre de points de vue divergents, les circonstances qui ont conduit au développement de ce concept, nous savons que le concept d'argent est centré sur l'amélioration, la confiance, la rapidité et l'efficacité des échanges. L'un des premiers endroits où les objets ont été conçus et ont attribué une valeur, comme un fonctionnement d'échange, ça a été en Chine. Encore, bien sûr, les Chinois. Et ça s'est passé vers les 1100 avant Jésus-Christ. Les Chinois utilisaient des versions minuscules de leurs armes coulées en bronze comme monnaie d'échange ou d'argent. Comme personne ne voulait subir de blessures en effectuant une transaction, eh bien les flèches miniatures ont été créées et ils ont été finalement abandonnées pour donner la forme de pièces pointues pour une forme arrondie, afin d'éviter bien sûr ce genre d'accident, faisant de la Chine la première nation à concevoir une monnaie. Encore les Chinois. Cependant, c'est à Lydia, qui fait partie aujourd'hui de la Turquie occidentale moderne, que les premières pièces frappées ont été officialisées. Donc,
les pièces étaient fabriquées à partir d'un mélange d'or et d'argent connu sous le nom d'électronome. Et ces pièces ont également été imprimées avec des images pour différencier les dénominations, un peu comme ce qu'on a aujourd'hui avec les pièces d'1 euro, 2 euros, 50 centimes, etc., etc. Il convient donc de noter qu'il existait d'autres formes de monnaie anciennes, comme les choristes en Afrique. Il s'agit cependant de souligner comme la nécessité de la confiance, de la rapidité et de l'efficacité accrue dans nos commerces, ce qui a entraîné le développement de la monnaie. Donc la transition traditionnelle vers l'argent papier a été faite de manière, on va dire, naturelle. Voyant la facilité des échanges que cette monnaie principale composée de métaux précieux a apporté aux économies pionnières, de nombreuses économies du monde entier se sont tournées vers l'utilisation de la monnaie. Ce qui à son tour a facilité, on va dire, le commerce international et pour cela, ça permet de pouvoir brasser d'énormes denrées et de produits. Donc, la popularité des espèces de monnaie a apporté un autre problème inhérent, c'est l'encombrement. C'est que tout ça, des vaches, du coton, ça prend beaucoup de place. En Europe, par exemple, les pièces de monnaie étaient encore utilisées jusqu'en 1600 de notre ère, aidées par les métaux précieux que les nations européennes achetaient à des colonies. Il est finalement devenu inefficace pour les commerçants de négocier une grande quantité de pièces de monnaie lors des transactions importantes, parce que bien, ça pèse énormément lourd. C'était très lourd en kilos, donc pour faciliter les choses, les banques ont commencé à émettre quoi? À émettre tout simplement des billets papier aux déposants. Donc voilà comment est arrivé le premier papier billet. Mais au lieu d'accepter les pièces, eh bien, ils leur donnaient ce billet à payer et du coup, ils n'avaient plus à se balader avec ces grandes quantités de choses volumineuses et lourdes. Donc, un commerçant peut acheter à des marchands, émettre à des vendeurs un billet de banque que le vendeur apporte ensuite à la banque pour pouvoir échanger la valeur nominale du billet en pièces de monnaie. Cela ressemble-t-il pas aujourd'hui à quelque chose que vous connaissez? C'est là qu'a commencé en Italie, exactement, à Florence, comme beaucoup de choses par rapport à la civilisation contemporaine. La seule différence avec aujourd'hui, c'est que les billets étaient mis par la banque et des institutions privées et non pas par des gouvernements comme nous le faisons aujourd'hui. Alors, comment la monnaie papier a finalement commencé à être émise par les gouvernements? Eh bien, deux choses. Le commerce international et la confiance. La limite des billets papier de banque est qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur lorsque vous voyagez vers un endroit où la banque qui émet, qui fabrique ce billet à ordre est inconnue. Votre argent dans cette banque est presque inutile, simplement parce qu'il n'y a aucun moyen de valider l'authenticité de la note de la valeur de ce billet. Et si le gouvernement, que la plupart des gens connaissent, émettait des billets, ça, c'était une bonne solution et ce serait plus facile de gagner la confiance. Donc voilà comment les États se sont mis à émettre des billets. C'était le début du papier monnaie émis par le gouvernement. Le premier papier monnaie est émis par le gouvernement européen pour mener des gouvernements coloniaux d'Amérique du Nord en raison du fait qu'il faut généralement beaucoup de temps pour expédier les marchandises entre l'Europe et les colonies. Les colons sont souvent à court d'argent lorsqu'ils développent encore une fois
comme le système de troc n'est pas assez efficace pour les aider dans cette démarche, et là, donc, les gouvernements coloniaux ont dû commencer à émettre les billets, les billets. Excusez-moi, le téléphone sonne, ça m'a perturbé. Donc j'en étais, la création de cette forme papier a facilité le commerce international et a effectivement signifié que les gens et les institutions ont commencé à acheter des devises d'autres pays pour faciliter les échanges. Oui, vous avez raison, cela fait partie de l'histoire du marché des échanges, ce qu'on appelle aujourd'hui le Forex. Une chose à noter dans tout cela, c'est que la place du métal, des métaux précieux, principalement en or, en argent, en bronze et en cuivre, est restée en grande partie derrière la monnaie papier. Ces billets papier n'étaient rien sans le backing des métaux précieux derrière. Alors comment est-ce que nous avons obtenu l'argent fiduciaire que nous dépensons aujourd'hui? Eh bien, c'est comme si vous preniez un billet de 20 € que vous avez dans votre poche. Le passage de l'argent fiat a trouvé sa racine dans l'énorme besoin de confiance et de transparence. Un peu avant, on a expliqué comment les gouvernements avaient commencé à émettre les billets à ordre appelés I-1U. Encore excusez mon anglais. I-Y-U. O-W-E. I-O-W-E-U. Afin de faciliter le processus commercial pour les voyageurs qui avaient besoin de gagner la confiance des étrangers. Mais comme tous les moyens d'échange avant lui, la lettre de change avait aussi ses propres limites. Par exemple, elles n'ont pas été conçues pour implanter intrinsèquement l'heure, la date, les intérêts et le type de paiement au moment de leur émission. À mesure que le commerce international se développait, les devises se sont organisées et ont commencé à faire surface dans le monde entier pour résoudre le problème. Pourtant, les métaux précieux, principalement l'or, sont restés l'épine dorsale de la devise, nouvellement standardisée. Les métaux précieux étaient généralement conservés dans des coffres appartenant aux États. Ce système d'émission de monnaie s'appelait l'étalon d'or et il n'y a pas si longtemps on l'utilisait encore. Précisons qu'à ce stade, que les monnaies fiat que nous utilisons aujourd'hui résultent de divers événements de guerre, par exemple, ce qui signifie simplement que les gouvernements du monde entier devraient prendre des mesures pour faire croître leurs économies. Puisque nous jetons un regard simpliste sur l'évolution de la monnaie, nous laisserons la politique de côté, bien sûr, et nous allons nous concentrer sur les problèmes fondamentaux qui ont été amenés par la monnaie fiat, la monnaie fiduciaire, si vous préférez. Fondamentalement, le rattachement de la monnaie à l'or, tout simplement, ou tout autre métaux précieux, ou tout autre métaux précieux, signifie qu'il y avait une limite à la quantité de monnaie qu'on pouvait avoir en circulation. Du moins, en théorie. Cela signifie également que la valeur économique d'un pays est proportionnelle à la quantité d'or qu'elle détient. L'un des problèmes de ce système est que la valeur de l'argent d'une nation va au-delà de l'or, puisque la production d'or, ce n'est pas la chose la plus importante. Donc, l'activité économique que produit le pays est un excellent moyen pour pouvoir commencer à baser la richesse d'un pays. Donc, parce que l'offre d'or ou d'autres métaux précieux illimités et que le besoin humain est insatiable. Il n'a jamais été tout à fait possible pour les gouvernements de soutenir la vitalité de la quantité de monnaie en circulation avec de l'or, ce qui a toujours posé le risque d'inflation
et de surévaluation. Et beaucoup de gouvernements se sont retrouvés endettés, et par la perpétuité, on va dire. Donc voici un exemple concret dans la limitation des monnaies d'or en 1944. 44 pays se sont réunis à Bretton Woods, dans le New Hampshire, encore en anglais, aux États-Unis, pour la conférence monétaire et financière des États-Unis. Des Nations Unies, excusez-moi. Dans le but de reconstruire le système économique international que la Seconde Guerre mondiale avait mis à genoux, tout simplement. L'une de ces révolutions au niveau de la conférence était le système de Bretton Woods, qui instituait un système de taux de change fixe avec le dollar américain, ce qui devait donc une monnaie de réserve. Le dollar américain était choisi comme monnaie de réserve parce que les États-Unis contrôlaient environ les 2/3 de l'offre mondiale d'or. En outre, les États-Unis représentaient environ 35% de la production économique mondiale. Étant la monnaie de réserve des devises des étrangères, qui était liée au dollar américain, et le dollar américain lié lui-même donc à l'or. Les pays pourraient échanger leur avoir en dollars contre de l'or au taux de 35 $ l'once à l'époque. À la base, le système était censé établir un système de taux de change transparent et unique pour décourager les pratiques anticoncurrentielles entre les nations. Cependant, alors que d'autres économies se redressaient, notamment le Japon, l'Allemagne en 1950 et en 1969, la contribution des États-Unis de la production d'économie mondiale est tombée de 35 à 27%. Cela signifie que les nations étrangères avaient besoin de moins de dollars et plus de yens, de Dutch mark ou même de francs. Donc, la baisse de la domination des États-Unis sur l'économie mondiale et ses dépenses pour la guerre du Vietnam signifie que les pays étrangers disposaient d'énormes réserves de dollars américains qu'ils ne dépensaient pas aux États-Unis parce qu'ils devaient les acheter, les produits ailleurs. En 1966, les banques centrales étrangères avaient environ 14 milliards de dollars dans leurs réserves, tandis que les États-Unis eux-mêmes ne détendaient que 13,2 milliards de dollars. Fait intéressant, seulement 3,2 milliards de dollars détenus par cette réserve pouvaient couvrir les avoirs étrangers. La participation restante de 10 milliards de dollars était destinée à la participation nationale, donc le déficit américain atteignait environ 7 milliards de dollars et les États-Unis devaient faire face à une grave inflation pour aider la stabilité, l'économie et le dollar américain. Le sous-secrétaire d'affaires monétaires chargé de surveiller l'or et d'autres échanges internationaux a exhorté les pays européens à réévaluer leur monnaie. Cela a déclenché une série d'événements qui ont finalement conduit les pays à commencer à échanger leur avoir en dollars contre de l'or et abandonner finalement le système de Bretton Woods. Voyant les lacunes du système de Bretton Woods, les États-Unis, dirigés par Nixon à l'époque, ont abandonné le lien dollar-or en 1971. La valeur des principales devises mondiales serait désormais liée à la valeur, à la vigueur de l'économie et à la maîtrise. C'est ainsi que nous sommes arrivés aux devises fiat. Si vous regardez de plus près, vous constaterez que la nécessité d'améliorer la confiance, la transparence est encore au cœur des mouvements des monnaies or vers les monnaies fiat. Alors pourquoi est-ce que nous avons besoin d'une monnaie numérique plus flexible? Au cœur même de l'existence
de la monnaie se trouve la question profonde de savoir comment nous pouvons échanger de la valeur de manière plus transparente, de manière plus fiable et de manière plus rapide et surtout plus efficace. Quels que soient les chiffres et les formes que les économies pourront proposer, chaque étape de l'évolution de la monnaie, simplement d'améliorer ces 4 caractéristiques en fonction du niveau de la mondialisation à chaque étape. Depuis l'époque du troc, le besoin de meilleures façons d'échange de la valeur a été un casse-tête et l'impact économique d'Internet nécessitant de penser le concept de l'argent. Fondamentalement, le besoin actuel d'un nouveau type d'argent plus flexible et de nature numérique trouve son origine dans l'impact qu'Internet a eu sur la mondialisation. Entre 2005 et 2011, Internet, c'était 21% de la croissance du PIB au niveau économique établi selon les rapports de McKinsey Global Institute. Donc, les recherches ont également noté que si Internet devait être classé comme un secteur, il pourrait avoir plus de poids que le secteur des services publics et de l'agriculture. C'est en partie de l'impact qu'Internet a eu sur le monde jusqu'à présent. Les chercheurs de McKinsey Global ont émis l'hypothèse qu'Internet favoriserait la prochaine vague de progression économique fournissant des moteurs de croissance aux régions du monde qui ont été défavorisées par le passé. Cela suggère qu'Internet deviendra et est déjà aujourd'hui encore plus ancré dans notre façon de vivre et de faire des affaires. La promesse du village mondial Internet est en train de se réaliser. Donc, cette promesse d'Internet est de faire du monde un village planétaire. Les dictionnaires de Merriam-Webster définissent le village global comme le monde considéré comme une communauté dans laquelle la distance de l'isolement a été considérablement réduite par les médias électroniques comme la télévision et Internet. Excusez-moi. Cela signifie qu'Internet cherche à nous rapprocher les uns des autres aussi étroitement que nous le ferions dans un village. Cela se produit déjà, bien entendu, des égards que vous pouvez voir en ce qui se passe à Pékin, à Paris, depuis votre chambre, à Hawaï ou depuis Dubaï, grâce à Internet et à la télévision par câble et satellite. Vous pouvez également acheter des produits de Pékin depuis votre chambre de Paris grâce à un commerce électronique. Le seul problème existant avec de tels achats est que vous n'avez pas l'expérience physique et que vous ne pouvez pas effectuer la transaction, effectuer les paiements comme si vous étiez simplement sur les points physiques, tout simplement. Donc, des innovations telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée tentent déjà de nous donner d'expérience d'être dans un endroit que nous ne sommes pas, tout simplement. En résumé, bon nombre d'innovations basées sur Internet dont nous disposons aujourd'hui viennent de faire fonctionner le monde autant que possible comme un village planétaire. Le problème de l'utilisation de ce qu'on appelle la monnaie fiat aujourd'hui que vous utilisez est payé sur Internet. Cela, c'est l'expérience de pouvoir effectuer des transactions ou effectuer des paiements comme si nous le ferions de manière physique tout simplement. Et ça nous manque encore. Même si nous disposons de plusieurs moyens d'effectuer des transactions aujourd'hui, par des cartes bancaires, par des virements, peu importe les opérateurs que vous utilisez et le fait de ces options de transaction n'offre pas l'efficacité, la rapidité et surtout la confiance et la transparence d'une présence physique, du fait du monde d'un village global tout simplement. Donc les structures non liées à Internet que nous exploitons ont des obstacles intrinsèques que limiterait l'avancement de la mondialisation économique qu'Internet apporte.
L'utilisation inefficace de la monnaie fiduciaire qu'on existe aujourd'hui sur Internet est l'un de ces obstacles. La première chose à réaliser est que l'Internet a donné la naissance à un nouveau type d'économie. Étant donné qu'il est désormais au cœur de la façon dont nous vivons et faisons des affaires en termes simples, nous avons besoin d'un type d'argent pour Internet. Le type fiat que nous avons aujourd'hui n'est pas adapté. Donc, pour récolter tous les avantages économiques qu'offre Internet, tout comme l'ère industrielle a vu la naissance du papier monnaie endossée à l'or, puis la monnaie fiduciaire, et Internet a favorisé une économie de confiance qui vous permet de faire des affaires avec des gens que vous n'avez jamais vus et que vous ne verrez jamais, probablement jamais. Avec Internet, vous n'avez pas besoin d'un tiers pour vérifier la transaction. Lorsque vous allez faire des courses, il vous suffit de chercher de l'argent dans votre poche et de payer directement et de rentrer chez vous, point final. Et le propriétaire de l'épicerie n'a pas à payer d'intermédiaire pour pouvoir recevoir les paiements en espèces. Mais comment faire des affaires sur Internet en virtuel? Il faut avoir de l'argent virtuel. Et cet argent virtuel était nécessaire. Ce qui signifie que la principale raison pour laquelle l'utilisation des cartes de crédit et débit a été aussi un succès. C'est parce qu'on avait besoin d'un nouveau moyen de paiement. Rappelez-vous que vos cartes de crédit et de débit ne reflètent que le solde de l'argent fiduciaire que vous avez et que vous avez emprunté à la banque. Cela signifie qu'un tiers a confirmé votre solde auprès de la banque. Que l'achat que vous êtes en train de faire peut être couvert par rapport au solde de votre compte. Donc, cette société tiers vous facturera ce service. La société qui a émis la carte vous facturera également ces services pour vous fournir l'infrastructure nécessaire pour effectuer les paiements numériques. Aujourd'hui, les plus connus ici, c'est Visa et Mastercard que vous connaissez tous. La banque facturera également un montant pour le transfert d'argent de votre compte vers le compte du marchand. Il s'agit d'au moins 3 parties impliquées systématiquement lorsque vous effectuez un paiement numérique basé sur le système monétaire traditionnel. Premièrement, le fait que chacune de ces parties facture de l'argent pour activer ses capacités rend plus onéreux de faire des affaires sur Internet qu'il en coûte localement. Si jamais je le faisais physiquement avec le papier monnaie, le commerçant accepterait de l'argent sans frais. Le seul coût que nous pouvons mentionner serait le coût du transport jusqu'à la banque pour le déposer en dépôt. Deuxièmement, le fait que tant de parties doivent être impliquées ajoute que l'argent doit être transféré d'une banque à une autre. Et bien, dans la plupart des cas, ça ralentit le processus des commerçants et les commerçants doivent attendre 2, 3, peut-être plus pour pouvoir avoir accès à leur argent. Le long processus pour obtenir des remboursements. Des rejets de débit auxquels les commerçants doivent faire face sont quelques-unes des autres lacunes de l'utilisation de la monnaie fiduciaire dans le monde d'Internet. Mais nous utilisons de toute façon l'argent traditionnel numérique parce que nous ne voulons pas manquer toutes les opportunités qu'offre aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons. Pourtant, les inefficacités se cachent partout, créant le besoin d'un type d'argent Internet. Le besoin d'un type d'argent Internet, c'est pour nous. C'est pour nous permettre de pouvoir échanger virtuellement de la valeur et d'effectuer des paiements virtuels, mais avec la facilité à laquelle nous sommes habitués lorsque nous payons en espèces dans nos magasins physiquement. Pour que cela soit possible, l'argent doit simplement résider en ligne et non dans une banque.
Cela signifie que votre moi virtuel prendrait de l'argent dans votre poche virtuelle ou portefeuille virtuel et pourrait à une autre personne virtuelle qu'elle recevrait dans sa propre poche virtuelle, l'argent devenant immédiatement accessible comme dans le monde réel. Le remboursement serait également aussi simple car le commerçant peut simplement renvoyer instantanément l'argent sur le compte de la monnaie virtuelle du client, tout comme un remboursement fonctionnerait dans le monde de la monnaie papier, dans le monde réel. C'est exactement ce que propose l'argent alimenté par la blockchain, que nous appelons également la crypto-monnaie. La crypto-monnaie devient l'une des premières utilisations. En bref, la crypto-monnaie, c'est le type d'argent conçu pour Internet. Avec la crypto-monnaie, le système de blockchain qui alimente l'argent d'Internet vous facilite des frais uniques qui sont extrêmement bas. D'ailleurs, juste pour la maintenance du réseau, la mise en place de l'argent virtuel qui réside en ligne signifie également que nous pouvons envoyer de l'argent à nos amis, à nos familles, peu importe, instantanément, à un prix très abordable, de n'importe où dans le monde, à n'importe quelle heure de la journée, le week-end ou pas. Encore une fois, parce que l'argent n'a pas à voyager d'une institution financière à une autre. Donc c'est beaucoup plus rapide. Il n'y a pas d'intermédiaire en termes de simplicité. Les crypto-monnaies nous aideraient d'échanger de la valeur de la manière beaucoup plus transparente, fiable, rapide et efficace, à l'ère d'Internet dans laquelle nous vivons. Ce qu'ils ont fait, c'est pourquoi en fait la digitalisation de notre monnaie, c'est la prochaine étape de l'évolution de la monnaie. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que vous avez aimé ce petit cours, comme moi je l'ai aimé, et surtout que vous avez appris pourquoi et comment la monnaie fiduciaire n'est plus très loin de disparaître et qui va être remplacée par la monnaie digitale. Nous avons passé plus de 30 minutes ensemble, 37 minutes. J'espère que ça n'a pas été très long. Par contre, je pense que ça a été constructif. Réécoutez la vidéo, réécoutez-la comme moi, et donc vous comprendrez pourquoi vous devez vous mettre à la crypto-monnaie. Parce que c'est une obligation que vous allez vous-même, pas vos enfants, pas vos petits-enfants, mais vous allez, il y a de grandes chances, avoir besoin de passer. Merci beaucoup. C'était Angelo de la région de Marseille. À la prochaine vidéo et je vous remercie encore une fois. Bye bye.